Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche 14 juillet 2024. Après chaque chargement, ils collectent de l'argent de gré ou de force auprès des transporteurs à qui ils portent préjudice. Le dossier de la 2 s'intéresse ce soir au phénomène des Niambro, ces personnes qui sèment la terreur dans le secteur du transport routier. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, arrestation d'un proche du célèbre imam Mahmoud Diko. Ses partisans réclament sa libération. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la 2. On retrouve les Niambro à tous les carrefours où stationnent les véhicules de transport en commun pour le ramassage des usagers. Ces jeunes gens prélèvent des tasks auprès des conducteurs de minicars et de taxis communaux, de gré ou de force, après chaque chargement. Leur activité porte préjudice aux transporteurs. D'où vient donc ce phénomène qui gangrène le secteur du transport routier? Pour qui travaille-t-il? Pourquoi sème-t-il tant la terreur? Qu'en pensent les transporteurs? Des réponses dans ce dossier signé Nou Sangaré et Gilles Tonia. Folle dispute entre l'apprenti de ce minicar et ce jeune chargeur. Nous sommes dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Si tu as pris passager, il n'a pas laissé. Papa, il n'a pas pris passager. Il sert beaucoup. Il n'a pas laissé. Tu as serré beaucoup. Il n'a pas pris. Je m'explique. Il m'a signalé. Il n'est pas garé. Il n'est pas garé. Moi, je suis un intellectuel. Il n'est pas garé. Tu vois, non? Lui, il partait. Donc, il lui a dit, il a coupé. Il vient, il enlève le fauteuil. Il a dit non, viens-moi, il n'a pas pris passager. Il sert mon coup. Il vient stationner sur la route pour prendre un client. Quand chose à dire, si vous prenez jusqu'ici, là, on ne doit pas garer sur la route pour prendre un client. Si je prends un client, il faut aller bien garer devant pour prendre un client. Il vient garer là pour venir prendre un client. Là, on enlève son fauteuil et stationner. Ici, c'est la ligne. Après un moment de vifs échanges, les deux protagonistes finissent par s'accorder. Ce chargeur est bien connu des conducteurs sur cette ligne de minicar communément appelée Baka. C'est au carrefour Sipores qu'il exerce son activité. On est là, on a les dévanciers, les présidents et tous les syndicats de Yopougon. Une seule personne ne peut pas travailler là tous les jours parce que c'est fatigant. De 6h à 22h, donc c'est fatigant. Donc moi, il y a 3 jours de travail. Mon collègue aussi, dans la semaine, mon collègue aussi, lui, il a 4 jours de travail. Je suis payé au bureau pour ce que je suis en train de faire. Des jeunes comme lui, on en trouve à tous les carrefours où stationnent les minicars et taxis communaux pour le ramassage des usagers. À Abidjan, on les appelle Niambro. On charge, je dis au banco, viens charger les bagas. Chaque soir, c'est bon, s'il n'a pas fait l'appareil, je vais rentrer 7 000, 5 000. Ces jeunes obligent les conducteurs à leur verser de l'argent après chaque chargement. Cet autre jeune, qui a pris ses quartiers à son grand assemblée sur l'axe Abidjan-Dabou, est aussi un Niambro. L'argent, ça sent donc quand tu prends passer, tu dois payer. Il ne pas beaucoup, ça dépend des passagers, le nombre de passagers qu'il prend. Son mot d'opératoire pour se faire payer la violence. Rien que la violence. Ce minicar vient de prendre des clients sur son territoire. Pas question pour lui de ne pas être payé. Cet abus, les conducteurs de minicar et leurs apprentis le vivent au quotidien. Victimes d'agressions et d'humiliations de tout genre, ils ne cachent pas leur colère face à ce phénomène qui gagne du terrain. Je ne peux pas comprendre que lorsque vous venez au service, des gens qui ne sont pas légaux viennent tendre la main pour prendre de l'argent avec vous sans motif. Et quand vous refusez de donner, ça devient la bagarre, soit on vous agresse, soit ils vont immobiliser votre voiture. Donc pour moi, le système Niambro, c'est un système de banditisme pour venir appauvrir le chauffeur. À Djamé, là, c'est la merde, les gars du parti. Parce que chaque 100 mètres, à Djamé, il y a un Niambro, il y a un syndicat. Tous les carrefours, il y a des clients, il y a des syndicats qui s'installent là-bas. Donc ça fait qu'à Djamé, en tout cas, c'est pas facile. Il s'agit sur nos recettes. Ousmane, conducteur de minicar dans la commune de Bingerville, a plusieurs fois fait les frais de la barbarie de ces jeunes Niambro. Ça fait presque 5 ans
J'ai subi les agressions de Nyamboro avec mes collaborateurs et membres de notre structure, de conducteurs. Les agressions physiques, soit avec armes blanches, des gourdins, casser bras ou bien pieds, tout ça, poignarder. La première agression que j'ai eue, c'était la hanche. Ils ont essayé de m'enlever en pleine journée. Donc, quand je luttais, parce qu'ils ont voulu me mettre dans un véhicule pour partir à moi. J'ai lutté pour ne pas monter dans la voiture. Donc, moi, j'ai reçu un choc là. Je suis tombé. Moi, j'ai perdu connaissance. Ça, c'est en 2019 même. Donc, quand ils ont pris peur, ils sont partis. Moi, je suis resté couché. Et les nombreuses plaintes déposées n'ont pas eu de suite jusqu'à ce jour. Le nombre de plaintes que nous avons portées à Bégerville, on ne peut même pas compter. Quand on prend de 2019 jusqu'en 2023. C'est à partir de 2023 qu'on a arrêté de porter plainte à Bégerville. On allait maintenant porter plainte auprès du procureur. Parce que toutes les plaintes qu'on a portées à la gendarmerie et à la police à Bégerville, rien n'a allé quelque part. Mais alors, pour qui travaillent ces jeunes? Difficile de trouver une réponse auprès de nos interlocuteurs. Nous effectuons un tour à Adjamé, à la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour Adama Touré, le président, les Nyambro exercent leur activité avec la complicité des responsables des organisations syndicales. Que le premier syndicat et les syndicats qui se sont ajoutés à ce premier syndicat sont venus par la force des biceps et des triceps dans le secteur. Et donc ces différents bagarres ont donné naissance à des petits sous-groupuscules de personnes violentes aussi souvent et souvent modérées pour certains quartiers, mais ma foi, qui a un seul but et un seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Comment avoir cet argent, légalement ou illégalement, ce n'est pas leur problème, mais ils doivent avoir de l'argent. Dans le secteur, plus de 300 organisations syndicales y travaillent. Selon une étude menée par la Banque mondiale en collaboration avec la Coordination nationale des gares routières, ce sont des millions de francs CFA qui sont prélevés quotidiennement aux transporteurs par ces organisations. Les gens croient que le syndicalisme est basé seulement sur la vente des tickets. La vente des tickets n'est pas importante. Parce que vous vendez un ticket par jour. Pourtant, le syndicalisme qui envoie son élément, qu'on appelle Nyamboro, sur le terrain, encaisse chaque voyage d'un véhicule dans un sens comme dans l'autre sens. C'est-à-dire quand il relie à Bobo à Adjamé, chaque fois quand il part à Adjamé, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs. Quand il va à Bobo, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs avant de revenir encore sur Adjamé et vice-versa. Quand on a fait une étude avec la Banque mondiale, on s'est rendu compte que le Nyamboro, par an, c'est plus de 3 milliards de francs. Donc, comme ça, dispatchés, qui auraient pu payer plus de 100 à 200 baka. Mais comme c'est mal agencé, ça ne profite réellement à personne. Le secteur du transport routier est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent à ses acteurs. Et comme tout business informel, on y trouve des brebis galeuses. Dans les transports routiers, ces jeunes Nyambro sont considérés comme des parasites. Que les autorités trouvent une solution pour éradiquer complètement ce phénomène, car les Nyambro constituent une véritable menace pour la sécurité aussi bien des usagers que des transporteurs. Parlons éducation à présent. Plus de 100 000 candidats ont été déclarés admis au baccalauréat session 2024. Après l'euphorie des célébrations, ces nouveaux bacheliers doivent faire face aux défis de l'orientation pour les aider dans leur choix. Un salon de l'orientation a été initié. Les futurs étudiants y ont rencontré des conseillers d'orientation afin de prendre la bonne décision. Abdoulaziz Guira, Joël Gossé. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la proclamation des résultats du baccalauréat 2024. Mais jusque-là, ce nouveau bachelier ne sait toujours pas dans quelle spécialité poursuivre ses études supérieures. J'ai déjà assez réfléchi. Pour le moment, je me concentre sur l'architecture. Mais je vais voir après s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent m'intéresser. Très bon choix, parce que moi, j'ai un peu la folie des grandeurs, c'est pour ça. Je vais prendre mon temps pour chercher, pour voir, afin de faire un bon choix, voilà, un bon choix. Comme lui, des milliers de bacheliers ont du mal à résoudre cette équation, d'où leur présence au salon de l'orientation. Ici, plus d'une centaine d'universités et de grandes écoles sont représentées. À ce salon, les nouveaux bacheliers bénéficient d'un large aperçu des filières disponibles et leurs différents débouchés. Après la visite de quelques stands, les idées et les choix sont plus clairs. Au départ, je ne savais pas quelle filière choisir. Donc on m'a conseillé de venir choisir. De base, je ne savais pas choisir entre informatique et puis architecture. Donc après, quand ils ont dit les différentes débouchés, les différents trucs, j'ai préféré me choisir architecture. Le salon m'a servi beaucoup de choses. Et tout d'abord, j'ai rencontré plusieurs personnalités et plusieurs personnes
Et puis j'ai appris plusieurs métiers, et puis les branches et les débauchés. Et puis enfin, j'ai appris aussi des opportunités qui s'offrent à nous, les élèves qui ont le bac. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis je sais maintenant où je vais aller. Je me suis fixé des objectifs maintenant. Je vais tout faire pour enfin les atteindre. Selon le gouvernement, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est estimé à près de 25% en 2024. Chaque année, ce sont plus de 30 000 diplômés qui se retrouvent sur le marché de l'emploi pour seulement 9 900 emplois disponibles. Le salon de l'orientation se présente donc comme un recours pour équilibrer la balance et réduire le taux de chômage. C'est un salon qui conseille, qui guide, qui accompagne les jeunes dans la mise au point, la finalisation de leurs projets scolaires et professionnels. Puisque sur place ici, vous allez trouver des conseillers d'orientation. Ensuite, vous allez voir également des représentants de grandes écoles et universités, tant nationales qu'étrangères. Et puis, il y a également des entreprises et des spécialistes des différents métiers qui sont là, mobilisés, et qui encadrent ces jeunes-là dans la préparation de leurs projets scolaires et professionnels. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Si la passion est l'un des éléments clés, d'autres aspects sont aussi à prendre en compte. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les enfants ignorent les critères de choix d'orientation. Ils choisissent de façon fantaisiste. Donc nous leur donnons des indications, des informations relatives à tous ces éléments-là. Un élève qui est passionné, cela est bien, mais il faut en plus avoir des informations sur les aptitudes, parce qu'il y a des critères pour pouvoir intégrer certaines écoles, grandes écoles et universités. Donc nous donnons l'ensemble des informations. La passion seule ne suffit pas. Il faut des aptitudes, des capacités, des compétences, mais il faut également s'assurer que nous avons des valeurs et que cela vraiment soit en concordance avec notre personnalité et notre caractère. Pour les prochaines années, l'immobilier et le numérique se positionnent comme des secteurs offrant le plus d'opportunités d'emploi. D'ici à 2025, l'État ivoirien envisage d'investir 2 000 milliards de francs CFA seulement dans le secteur du numérique. En 2021, ce secteur a généré un chiffre d'affaires de plus de 1 000 milliards de francs CFA, soit 3% du produit intérieur brut. Une initiative à saluer car un étudiant mal orienté est un chômeur de plus. Intéressons-nous à présent à la 3e édition des prix Marie-Laure d'Ivoire. Elle a été lancée le vendredi dernier à Abidjan Plateau. Cette distinction a pour but de récompenser les efforts des Ivoiriens de la diaspora, une manière de les inciter à un retour au pays natal afin de participer à son développement. Compte rendu, Justin Kwasi, Anissette Konan-Blessing. Une salle bondée avec dans les premières loges quelques personnalités publiques. Tous prennent part au lancement de la 3e édition des prix Marie-Laure d'Ivoire, MLDI. À l'initiative Marie-Laure Ngouran, journaliste présentatrice devenue promotrice de cet événement. Le véritable enjeu, c'est le retour des Ivoiriens dans leur pays d'origine. Nous voulons vraiment que nos frères qui sont allés de l'autre côté puissent se souvenir qu'il y a leur pays qui a besoin d'eux pour son essor, pour son développement. Cette année, on met l'accent sur la lutte contre l'immigration clandestine parce que nous voulons donner une belle image de notre pays. Cette initiative cadre avec la politique de promotion de la destination Côte d'Ivoire, selon Malika Mourad Kondé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Pour Côte d'Ivoire Tourisme, la diaspora est un levier pour le développement du tourisme durable, responsable et équitable. Ensemble, construisons notre destination touristique avec la diaspora. Avec cette diaspora comme des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part. Ensemble, continuer à bâtir une Côte d'Ivoire forte, prospère et accueillante. Baba Coulibaly, représentant du Premier ministre Robert Begré-Mambé, réitère l'appui et le soutien du gouvernement ivoirien pour la réalisation de ce projet. Il lance donc un appel aux Ivoiriens de la diaspora. Le gouvernement s'est depuis longtemps engagé à créer un environnement propice et favorable pour accueillir vos initiatives et vos projets. Venez, revenez, investir au pays. La Côte d'Ivoire vous attend avec les bras ouverts. Votre savoir-faire, vos compétences et vos investissements sont essentiels pour le développement durable et l'essor de notre nation.
Il me plaît, à ce stade de mon propos, de réitérer à Mme Ngouran les vives et chaleureuses félicitations du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour son initiative qui s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Nous leur donnons les outils pour leur propre développement et renforçons leur foi en l'avenir de notre pays, dont les sillons ont été si brillamment et savamment tracés. Placé sous le thème L'Eldorado, c'est ici, la Côte d'Ivoire, terre d'opportunités, la 3e édition des prix Marie-Laure d'Ivoire aura lieu le 14 septembre 2024 à Milan, en Italie. Parlons culture à présent. La commune de Cocody a abrité ce dimanche la cérémonie de collecte de fonds pour la promotion de la culture baoulé et la cohésion sociale. Une initiative d'un adepte de la culture de ce peuple originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Plusieurs artistes, musiciens et autorités compétentes ont associé leur image à la première édition de cet événement. Justin Kwasi, Anissette Kodan Blessing. Jérémy Kwasi, adepte de la langue baoulé, veut faire de la promotion de la culture baoulé et la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale dans le V baoulé, son bâton de pèlerin. La réalisation d'une telle initiative nécessite appui et soutien, d'où cette cérémonie de collecte de fonds. On est en train de lutter pour repositionner notre langue. On a besoin de soutien pour nous épauler, pour que nous puissions avoir les matériels adéquats pour véhiculer le message, pour atteindre notre objectif. Cette initiative noble acquiert l'adhésion de plus d'un, notamment des cadres et chanteurs du V-Baoulé, des âmes généreuses qui n'ont pas hésité à apporter leur soutien. Monsieur le ministre Amédée Kouakou n'a pas lésiné sur les moyens. Il est venu, comme d'habitude, pour apporter sa contribution. Et le don qu'il fait permet donc d'apporter un tant soit peu moyen, et en invitant tous les cadres de notre zone de pouvoir en faire comme lui. Un message de soutien surtout à l'œuvre, un message d'encouragement pour dire que Jérémy n'est pas le seul dans cette épreuve. J'étais à Yamoussoukro, mais j'ai fini là-bas à 3 h du matin. J'ai pris la voiture et je suis rentrée à cause de lui. Parce que c'est un enfant, quand tu lui demandes quelque chose, il ne sait pas dire « je ne veux pas ». Il n'a qu'à le faire. Donc à son tour, il faut l'aider, il faut le soutenir. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour tout le monde. Quand nous avons des événements, à tout moment, ils sont là. C'est à juste titre aujourd'hui où ils font cette cérémonie de collecte de dons pour la réalisation de leur projet. Je pense que c'est normal que nous soyons là pour les soutenir. En tant qu'artiste chanteur. Outre la collecte de fonds, des prestations musicales ont marqué cet événement. Ouvrons la page internationale de cette édition au Mali. Farouche opposant au régime militaire, Youssouf Daba Diawara, coordinateur des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, une association dissoute par la junte en mars 2024, a été arrêté vendredi dernier par des forces de l'ordre. Ses partisans dénoncent une arrestation arbitraire et réclament sa libération. Restons dans la sous-région. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye est revenu sur ses 100 premiers jours au pouvoir. Durant plus de 2 heures d'entretien avec 6 journalistes de grands médias nationaux, selon le président sénégalais, il ne s'agissait pas d'un exercice de bilan, car 100 jours sur 1800 de mandat, c'est trop court. Il s'agissait plutôt d'un état des lieux. Hors du continent, pour terminer, le défilé de la fête nationale ce dimanche en France s'est déplacé cette année des Champs-Élysées à l'avenue Foch. Alors que le pays est actuellement sans gouvernement, à quelques semaines des Jeux Olympiques, la flamme portée à Paris des uniformes du débarquement, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet a été aussi placé sous le sceau du 80e anniversaire de la libération du pays. Et puis on rappelle que le dossier de l'A2 s'est intéressé ce soir, bien sûr, au phénomène des Niambro, un phénomène qui gangrène le transport routier. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.